Bonjour tout le monde. My name is Juliette Yip and I'm Associate General Counsel at the CIB. It's my pleasure to welcome you to today's session. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette session, notre toute première journée CIB. Alors, merci d'être avec nous. Au fil de la journée, vous allez entendre différents collègues des miens avec nos différents partenariats, des opportunités innovatives pour des communautés locales et comment on voit différentes sections pour le Canada. J'ai le plaisir de vous accueillir à la séance d'aujourd'hui dans le cadre de la toute première journée BIC. Merci encore de votre présence. Au courant de la journée, plusieurs de mes collègues vous parleront de nos nouveaux partenariats, des opportunités innovatrices pour soutenir les projets dans les collectivités locales et de la manière dont nous répondons à certains des besoins les plus urgents du Canada en matière d'infrastructure. J'aimerais débuter cette section en reconnaissant que les territoires qui accueillera ces réunions sont des territoires traditionnels de plusieurs nations, incluant Mississauga du Crédit, Anishinaabe, les Chippewa, les Anishinaabe et les Wendat, et maintenant aussi la terre de plusieurs autochtones, inuits et métis. Nous respectons la connaissance de votre terre et les gens. Donc, cette présentation est disponible en français. Pour choisir l'audio en français, choisissez la fonction interprétation dans vos contrôles Zoom. Les sessions sont tous enregistrées. Après la discussion d'aujourd'hui, nous aurons du temps pour des questions. Alors, si vous voulez poser une question, utilisez le logo Q&A. Et maintenant, je débarre l'association en présentant Aaron Corey. Aaron est ici aujourd'hui pour vraiment nous donner les progrès et les nouveaux endroits où on va faire du partenariat avec des communautés au travers le Canada pour amener une nouvelle infrastructure. Aaron va discuter avec Lisa Mitchell, la PDG du Conseil canadien pour partenariat public-privé. Elle est experte, leader et aussi représentante pour l'industrie. Alors, j'ai vraiment hâte de voir une discussion très engageante. Lisa, Aaron, bienvenue. Merci, Julia. Lisa, c'est bon de vous voir. Ah ouais, c'est bon de vous voir, Aaron. Merci, Juliette, pour la belle présentation. Alors, bienvenue à la mise à jour avec Aaron et Corey. Aaron, c'est notre troisième, je crois, que nous faisons ensemble, pas vrai? Alors, c'est bon d'être ici et merci de m'avoir invité. J'ai vraiment hâte de commencer. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Là, vous avez eu quand même un mandat étendu aujourd'hui par rapport à l'habitation, l'infrastructure, l'équité autochtone. Vous avez été occupé, vous avez vraiment été d'un océan à l'autre et à l'autre. Les ports, les aéroports, les projets de renouvelables, l'hydrogène, les eaux usées, le traitement, énergie et probablement aussi le prêt d'équitable pour les Autochtones. Donc, beaucoup de choses se passent. Alors, vraiment, j'ai hâte qu'on en parle et de comprendre vraiment aussi qu'est-ce que cette année fiscale a été pour vous et peut-être de comprendre un peu ce que vous voyez comme étant l'avenir de l'organisation lorsque vous continuez d'évoluer quand même. Alors, j'aimerais commencer là et peut-être vous donner la parole là, pour donner un aperçu vraiment avant de rentrer dans les questions. Lisa, merci beaucoup, merci. Comme tu as dit, dans les dernières années, on fait des mises à jour à tous les 6 mois et notre objectif, c'est de donner un sentiment vraiment d'où nous venons et où nous allons et évidemment, la direction que nous allons prendre. Alors, évidemment, je ne fonctionne pas bien différentes pages. Alors, vous et moi, on va pouvoir entrer dans un dialogue, mais juste avant, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, comme Juliette a dit, c'est la première fois que nous faisons cette journée avec de multiples modules. On va faire nos conversations de mise à jour, on a des ateliers, on a plein de choses dans les investissements et ensuite, bien, la réunion publique où le comité Jane Bird sera là. Et nous allons parler un peu plus, un résumé de la dernière année financièrement et pour l'année à venir. Donc, je pense que ça va très bien se dérouler. J'apprécie que vous soyez avec nous et ceux qui sont en ligne. La deuxième chose que je veux dire pour commencer, et merci encore, Juliette, un grand merci pour la reconnaissance territoriale. Les gens sont avec nous partout au Canada et dans différents territoires
autochtones et ça fait partie de notre mission. Hein. Le mois de juin, c'est un mois important pour les peuples autochtones et c'est aussi la fierté. Donc, je veux commencer en commentant que nous, en tant qu'organisme, industrie même, nous avons une opportunité, une obligation de bâtir le genre de pays inclusif que nous voulons être, organisation inclusive aussi que nous sommes, la CIB, mais aussi l'industrie en général. Une industrie qui historiquement a été plutôt dominée par les hommes, hétéronormatif, et je pense qu'on a une chance de changer cela et au travers le travail du CIB ou du BIC et toute notre industrie, vraiment notre travail collectif de créer l'histoire qui sera bien accueillie, là, autant pour les Autochtones et nos collègues qui sont différents groupes, aussi le groupe LGBTQ2S+. Alors, je voulais commencer comme ça. Alors, maintenant, les vraies questions que vous nous avez posées sur notre mise à jour des marchés. J'aimerais commencer avec l'aperçu de base. Hein. Ça fait 6 ans que nous sommes dans le projet de BIC, la Banque d'infrastructure canadienne, et nous nous tenons là. Regardez cette page, j'espère que tout le monde la voit là. Partenariat partout au Canada. Nous sommes dans un endroit où, j'oserais dire, de stabilité et d'état stable. Donc, cette page que vous voyez ici, c'est depuis le commencement de BIC, le 31 mars, où c'est notre fin d'année. On a 73 projets d'investissement, 13 milliards de dollars de BIC engagés dans cet argent et une valeur totale de 36 milliards. Donc, la différence entre ces deux chiffres, c'est que nous mettons du capital à l'avant, d'autres viennent du gouvernement ou du secteur public et aussi par notre partenaire privé. Donc, nous bâtissons 36 milliards de dollars d'infrastructures qui étaient pris sur les lignes d'à côté, là, qui n'arrivaient pas dans le pays. Et les petits points, là, vous les voyez, c'est une représentation imparfaite, évidemment, parce que dans les chargeurs de véhicules automatiques, donc, sont partout dans le pays. On devrait mettre des points un peu partout. On a essayé de faire de notre mieux pour dire un peu où ils se retrouvent, mais ça vous donne quand même là d'un océan à l'autre et à l'autre où nous sommes tous actifs. Donc, je regarde juste l'année dernière, là. Eh bien, il y avait 27 nouveaux projets dans l'année 2023-24 avec une valeur de 3,5 milliards de l'argent de la BIC et 8 milliards en coûts capitaux totaux. Ce qui est encore plus intéressant que ces chiffres, c'est la diversité dans le genre de projet. Et Lisa, comme vous avez dit, les nouvelles choses que nous avons faites. Donc, cette page parle de certains projets. Ils sont tous uniques à leur propre façon. La réserve d'énergie de Nouvelle-Écosse, eh bien, c'est 3 endroits où on garde et on conserve l'énergie des piles. Alors, c'est le premier projet autochtone équité. On a fait 2 prêts pour ce projet, un pour les utilités et WMA, qui est corporation, là, qui est 13 nations Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse. Et ça a été notre premier prêt et ils achètent quand même quelque chose de très important comme équité dans le projet. C'est une étape importante. Nous sommes très, très fiers, un fait saillant et surtout du côté énergie. Mais partout dans notre portfolio où les communautés autochtones veulent vraiment être à table avec nous d'une façon économique, mais aussi dans la direction et comment les choses seront bâties. Donc, l'aéroport Thompson, un projet fascinant. Là. Les aéroports font partie de l'infrastructure de notre pays, mais la BIC n'a pas fait beaucoup d'investissements. Les gares de train, oui, à l'aéroport de Montréal. C'était un investissement pour connecter le centre-ville et l'aéroport avec le REM, mais on n'avait pas vraiment investi. Donc, Thompson et Manitoba donne accès à d'opportunités industrielles, aux mines et aussi beaucoup de communautés autochtones. C'est vraiment une belle porte d'entrée et de sortie. Et ce qui existait était vieillissant, donc on a
le climat, le changement, le permafrost qui n'est plus aussi permanent, donc les eaux usées, il y avait beaucoup d'investissements. Donc, notre investissement nous a donné une nouvelle vie à l'aéroport et aussi à l'aéroport métropolitain là, à Saint-Hubert pour avoir une nouvelle connexion et différentes options. Donc, les aéroports ont été excitants pour nous, mais aussi le projet solaire, là, ce qui est intéressant, c'est un partenariat avec deux Premières Nations et les partenaires du secteur privé. Et c'est un bel exemple là, comment le partenariat public et privé peut s'assembler. C'est pas réglementé, donc notre mécanique est très différente que la plupart du pays. Et on est vraiment, vraiment excités là. Et les opérations ont commencé. Donc, c'est très, très unique parce que ça va démarrer très, très bientôt. Juste pour aller un peu plus en profondeur, là. Alors, une des choses auxquelles on peut se perdre dans les chiffres, Lisa, et comme j'ai dit aujourd'hui, sur scène, 13 milliards de dollars et 73 projets, et ça perd son intention. On était à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour la semaine et mercredi, jeudi et vendredi, on a annoncé 3 investissements qui sont là sur votre page et j'aime parce que c'est un peu plus utile que ce que l'on fait. Alors, les traversiers de Colombie-Britannique, alors ça, c'est les vaisseaux électriques, mais il n'y a pas encore de pur électrique. Alors ça, c'est à long terme où ça doit se retrouver, mais ça coûte très, très cher. Donc, on veut les aider à gérer le coût et de le faire d'une façon là, qui va rendre l'impact plus facile pour amener le service. Donc, port au Prince Rupert aussi, l'export, l'augmentation de la capacité aussi d'exportation des ports des plus achalandés au Canada. Donc, ça va changer la trajectoire du marché, augmenter vraiment la capacité. Il y a plein de choses qui viennent de la côte ouest. Et l'équilibre, c'est très, très important comme enjeu et on devrait faire augmenter l'économie, la productivité et donner aux compagnies canadiennes plus de chances d'exportation. Et vendredi, eh bien, un investissement très, très intéressant avec Hashtag Colombie. Le gouvernement de Colombie-Britannique est partenaire aussi. Là. Ils ont fait un investissement, un financement, mais une bourse aussi. Donc, accélérer les infrastructures de production de ravitaillement en hydrogène. Alors, on s'en va vers l'électrification de nos voitures, oui, mais pour les camions, l'utilisation industrielle, longue distance, l'électrique n'est pas la seule solution, j'oserais dire, là, pour les camions lourds ou peut-être même pas la première. C'est plus l'hydrogène qui serait la première solution. Mais tout cela pour vous dire que nous sommes occupés. Si vous faites les mathématiques, 27 investissements l'année passée, c'est 2 à 3 par mois. Là. Donc, en une semaine, on peut voir un peu. On appelle ça notre semaine de transport de Colombie-Britannique. Mais c'est 3 investissements différents. Certains vont pousser le développement économique, d'autres pour autre chose. Donc, la BIC, c'est pour ça. Lisa, j'aimerais vous parler aussi parce que je pense que ça va amener une question, là. Un accélérateur il y a quelques semaines, c'est dans le projet de Grey Bay. Beaucoup de projets d'infrastructure dans notre pays, là, c'est quelque chose qui est dans les livres depuis bien avant que la BIC existe. Plus d'une décennie, les communautés au Grand Nord, dans le Nunavut et au réseau récé, territoire du Nord-Ouest, 6 communautés qui sont là. Tout le monde travaille très, très fort là, pour bâtir ces infrastructures et ça n'allait pas très loin. Là. Mais l'engagement de redédier avec les communautés autochtones, le gouvernement, les compagnies sur place aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de contributions avec GA, avec un consortium de pensée, mais aussi de BIC. Alors, cette combinaison-là, un partenariat public-privé, le gouvernement, leadership autochtone, les compagnies, la BIC, nous avons redémarré le processus. On a vraiment des leaders dans l'industrie et des communautés autochtones et on va vraiment redéplacer un port, piste d'atterrissage et la route aussi là, dans le dépôt géologique là, qui va ouvrir vraiment des opportunités économiques qui en ont vraiment besoin. Donc, c'est super excitant pour moi, mais la BIC, là, juste pour être clair, là, nous investissons 3 millions de dollars dans ces études. Là. Donc, on n'est pas l'effet saillant, évidemment. Là.
c'est le partenariat industriel, les Autochtones, le leadership inuit et les gouvernements des territoires et Nunavut et leur focalisation sur ce projet-là. Nous, on est des facilitateurs et c'est le rôle qu'on devrait avoir. Et juste regarder un peu vers l'avant, Lisa, nos perspectives, hein, j'ai parlé des investissements. Donc, les buts, les poteaux de but ne restent pas pareils, mais où sont les avantages? Alors, les deux projets sont achevés. Hein? Deux projets sont achevés et d'autres sont bien. On parle du REM, la première section à la Rive-Sud a commencé. Les tuyaux pour irriguer les terrains, aussi la fibre, l'investissement dans la fibre, les bandes passantes, tout ça, c'est pour servir les clients. Deuxièmement, on a un pipeline robuste dans chaque province, plein de choses. Là aussi, Grace Bay, on travaille très fort, mais plus généralement, là, si vous regardez attentivement là, au point que je vous ai montré là, sur le Canada, il n'y en a pas assez dans le Nord. Donc, découvrir toutes les opportunités du Nord, et c'est très important pour nous. Et aussi, les deux grands thèmes que nous voyons, là, c'est un sur l'électrification, l'énergie propre et l'autre aussi, comme vous avez mentionné, on focalise vraiment sur comment accélérer, bâtir des logements, des habitations et utiliser l'infrastructure comme facilitateur. Hein? L'eau, les systèmes de distribution, les eaux usées, alors tout ce qui aide à bâtir les maisons à aller plus rapidement, ça, c'est très important hein, de focaliser sur ça et c'est peut-être là où on devrait commencer à discuter. Donc, après, ça va être question-réponse. Là, c'était plutôt une publicité. Alors, voici notre discussion. Merci pour l'opportunité. Eh bien, Aaron, j'apprécie vraiment et c'est bon d'avoir cet aperçu et la perspective. Et vous avez vraiment été très occupé, je le sais. Mais une des choses que je trouve excellente sur cet espace, pas juste le nombre de projets, mais l'impact. Et une des choses que j'aime, c'est d'aller voir les projets et les communautés que vous aidez. Là. Donc, ajouter cette saveur. Donc, juste un peu pour l'auditoire. Moi, j'ai des questions pour Aaron, mais ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, il y a une boîte, là, questions-réponses Q et A, et on va surveiller cette boîte de questions et de voir un peu, là. N'hésitez pas là, à lever votre main virtuelle et je vais voir ce que je peux faire là, pour répondre au plus de questions possibles. Je sais que ce n'est pas toujours les chiffres qui sont importants, mais je veux parler un peu de cela. Cette année, 27 projets, 3,5 milliards. Là. Je pense que c'est très constant avec l'année précédente hein, où vous avez accompli. Donc, voyez-vous vraiment un monde avec plus d'investissement où il y a toujours hein, les opportunités, question de défis aussi. Je pense que le défi peut être une opportunité, mais que pensez-vous que ces opportunités et défis seront là pour vous rendre à un point important? Eh bien, quand vous regardez non seulement à la dernière année, mais les dernières années, nous sommes vraiment, je pense qu'on est dans un état assez stable pour la BIC. Donc, des investissements en 3-5 milliards par année, de 20 à 30 projets par année. Et nous croyons que on croit que c'est le marché peut gérer. On voit vraiment ça comme un pipeline d'opportunités. Donc, c'est le taux que nous allons déployer d'une façon constante. Donc, faites les mathématiques. On a 73 investissements. 100, c'est quand même une belle cible. Alors, encore une fois, 27 de plus, on serait à 100. Mais c'est ce que nous visons. Hein. Évidemment, on fait un suivi et nous avons fait beaucoup d'annonces à date d'investissement pour cette année qui, d'une façon cyclique ou historique, nos investissements sont plus dans l'automne et l'hiver. Donc, l'année a bien démarré. Je ne prédis pas ces choses, mais oui, je pense que c'est dans la portée. Mais généralement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a de 20 à 30 projets, 3 à 5 milliards de dollars chaque année de projets d'infrastructure qui vont vraiment dans notre zone de confort. Là. De bons projets, de bonnes chances avec des partenariats, des capitaux privés. Ils ont une source de revenus pour être repayés. Donc, il y a des infrastructures qu'on n'est pas là. Mais si vous regardez notre univers, il y a vraiment un pipeline très stable pour ça. Et ensuite, à chaque temps en temps, il y a un REM, disons. Il y a Darlington il y a 2 ans. Donc, ça, ce sont nos plus gros événements. Alors, quand ça arrive, eh bien, les 3 à 4 deviennent 4 à 5. Donc, mais
en général, là, il y a la base et par la suite, il y a des grands projets, mais c'est là-dedans que nous jouons et je pense qu'on va continuer. Votre point sur les défis, les opportunités, certainement, dans chaque segment de marché, ils font face à leur propre dynamique, hein. Quand on parle d'investissement dans la transition énergétique et la vitesse de ceux-là, eh bien, nous jouons un rôle dans cela. Fermer la brèche là, de ces projets, on peut aider donc les environnements régulatoire, le prix d'alternatives aussi. Alors, nous en contrôlons une partie, mais pas tout. Mais la clé, Lisa, que nous avons appris, c'est si on a de bons partenariats et de bonnes relations, eh bien, nous allons être là quand les fondamentaux des projets vont fonctionner. Donc, nous, on est là pour rendre ces projets plus faisables. Évidemment, ils n'arrivent pas automatiquement, mais ça veut dire que nous sommes là quand c'est le temps. Alors, on voit des aperçus. On dit, il y a une élection qui arrive dans telle province où ça va ralentir la construction. Oui, peut-être quelques mois, mais si nous travaillons de près avec nos partenariats pour faire maturer ces projets, eh bien, les conditions sont bonnes, alors nous sommes prêts à y aller. Alors, c'est là où on voit les opportunités et c'est la façon qu'on opère. Oui, ça serait le fun d'avoir des projets d'infrastructure hors des cycles politiques. Évidemment, on en a parlé beaucoup, mais c'est bon de voir qu'il y a de l'opportunité pour que le travail continue. Dans différents endroits, mais juste un peu là sur les mandats des banques. Là. Vous avez été créé d'une façon délibérée, là, avec une grande portée de mandats pour être flexible et de penser innovative, mais votre mandat a été grandement élargi année sur année, surtout dans les 2-3 dernières années. Là. Et j'ai mentionné aussi là, les maisons, l'habitation et les Autochtones. C'est quelque chose de nouveau, mais à quel point ça a impacté la croissance du BIC et vos habiletés d'investir dans des projets? Eh bien, Lisa, je suis certain que tous ceux qui nous écoutent ont passé beaucoup d'heures à lire l'acte CBIC. Je pense que vous l'avez lu aussi, hein, j'ai l'impression. Mais vous avez raison. C'est très court. Hein, et blague à part, évidemment, vous pouvez le lire. Là, ça va vous prendre 7 minutes maximum. C'est très court. Mais ça a des paramètres quand même larges sur le genre de projet que la BIC... nous sommes un outil hein, dans la boîte à outils. Alors, l'acte, c'est de définir notre voie. C'est des projets qui vont générer du revenu. Donc, alors, pas les écoles publiques, les hôpitaux et ce genre, non. Notre voie, c'est de s'associer avec des capitaux privés. Donc, ça élimine des choses qui sont strictement publiques. Hein? Alors, il y a de grandes voies, mais après cela, c'est ouvert. Le canevas est blanc et c'est approprié parce que quelle infrastructure qu'on a besoin? Des routes, la transition, des réseaux électriques. Donc, tout cela va continuer d'évoluer basé sur l'économie, nos buts de productivité économique, de rencontrer nos défis climatiques. Les actionnaires d'aujourd'hui, peut-être n'ont pas des buts différents, mais peut-être qu'ils vont dire, je veux un peu plus de ça, un peu moins de ça. Donc, c'est bon et c'est nécessaire. Et je pense que la mise en place, la façon que ça a été mis en place était vrai. C'est pas bâtissez des routes, bâtissez ceci et cela. Non. Des infrastructures qui vont rencontrer les critères et les amènent dans la section privée aussi. Donc, c'est une addition dans l'infrastructure qui n'est pas là habituellement. Ça donne rien de bâtir quelque chose que la Saskatchewan allait bâtir de toute façon. C'est une idée additionnelle pour bâtir quelque chose de nouveau avec l'outil de la BIC. Et le quoi va évoluer comme la société évolue. On a commencé, Lisa, vous le savez très bien, notre but, c'est d'avoir des bandes passantes pour chaque Canadien. Là. Et la BIC, hein, on a travaillé avec ICED et le programme UBF pour que cela arrive. Alors, d'une façon collective, quand on a commencé, on avait 12 de Canadiens qui n'avaient pas de bande passante 50-10. Et là, ça a été coupé de moitié avec les investissements qu'on a fait du gouvernement, plusieurs provinces, ISBs. Encore une fois, on est une toute partie de cela, mais on s'en va dans la bonne direction et ça s'en vient. Donc, à la BIC, eh bien, on peut dire, OK, quelles sont les autres infrastructures numériques qu'on a besoin? Où est-ce qu'on s'en va?
Donc ça, je crois que ça fait partie de la beauté. Mais comme vous avez dit, hein, chaque année, les actionnaires et notre comité aussi ont un dialogue disant qu'est-ce que vous voyez dans le marché? Que pensez-vous être les priorités? L'habitation, quand on a créé la BIC, on ne parlait pas beaucoup de l'habitation. L'infrastructure, c'est très important maintenant, là. Alors, ça rencontre la génération de revenus et participation publique-privée. Donc, oui, on a commencé en 23-24 une infrastructure pour l'habitation, IHS, alors les tuyaux, la distribution d'électricité, les routes, le transit, toutes ces choses-là. C'est du ciment et quelque chose de concret, mais ça peut aussi faciliter l'habitation. Donc, on devrait penser d'investir plus en cela comme des façons de pas juste bâtir une nouvelle route ou ajouter plus de tuyaux pour l'eau, mais le potentiel de 10 000 nouvelles maisons là, dans telle communauté. Alors, l'habitation, IHI, ce programme et nos prêts équitables autochtones, là, si vous alliez voir, l'année d'avant serait réduction de carbone, le nucléaire, et je pense que la prochaine vague d'infrastructures numériques, c'est quelque chose à penser. Je pense que de continuer à savoir où sont les opportunités dans la transition énergétique, ça va être très important. Là. Et chaque année, c'est un dialogue entre nous et les actionnaires chaque jour quand on dit, bon, voilà où on voit le marché des infrastructures et eux, ils vont dire, ben voici nos buts publics, on marie les deux ensemble et ça devient un nouvel investissement, opportunité. On a parlé des bandes passantes, là, le grand besoin. Je pense que vous avez annoncé 2 milliards de dollars de projets de bandes passantes, mais avez-vous un sentiment là, quand ces foyers vont être connectés? Je ne sais pas. Le gouvernement fédéral a commencé avec un but. Hein. Vous devriez le savoir, là, je devrais vous poser la question, mais que chaque Canadien et Canadienne ait une bande passante d'ici 2030 a plutôt, ça a été repoussé à 2027-28 et je pense qu'on est en piste pour ça. Nous, on a une toute petite partie de cela qui est économique là, si on améliore le coût des capitaux pour les gens. Donc, moi, je peux aller à un ISP qui est déjà dans une région et on dit, si vous étendez votre réseau 50 km nord ou ouest là, et aller chercher les 50 maisons additionnelles, vous ne l'avez pas fait encore parce que la densité de personnes, c'est pas suffisamment, mais si je vous fais un prêt, est-ce qu'on pourrait faire arriver cela? Eh bien, Lisa, ça ne nous amène pas du tout au dernier pourcentage. Hein. Les communautés les plus loin dans le réseau, le plus loin. Alors moi, seul, je ne peux pas répondre quand on va y arriver. Je ne pourrais pas. Si quelqu'un d'autre pourrait peut-être répondre à ça. Mais ce que je peux dire, c'est que pour notre partie, donc on a 2 milliards d'investis là. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est l'investissement de bandes passantes avec des tout petits ISP dans le nord de l'Alberta jusqu'à celles qu'on connaît et qu'on aime. TELUS, Rogers, Bell et dans de grandes communautés. Donc, nous, on a un mélange de partenaires, de la grandeur des projets aussi et on est dans pas mal toutes les provinces là, du Colombie-Britannique jusqu'aux provinces maritimes. Alors, je pense qu'on fait du grand progrès, du bon progrès. Et comme on dit, c'est formidable et il y a encore beaucoup d'années, là, mais on se pose la question maintenant. OK, l'intelligence artificielle, le pouvoir de compétition. Donc, c'est là où on doit aller maintenant. Et ça, c'est un processus où on dit, bon, ça rencontre l'entonnoir de base, hein, de générer du revenu, avoir des capitaux privés dans l'infrastructure. Et ensuite, on a un dialogue avec les actionnaires et on dit, ben, où est-ce que ça se trouve dans vos priorités? Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi. On en a parlé, donc regardez d'avoir certaines discussions là, à notre conférence là, sur le numérique, où vont les choses. Ça va être un espace très intéressant et on a hâte de voir ce que vous allez faire dans cet espace. Je veux regarder aussi sur le côté équité autochtone, le projet de la coalition. Camilo a fait beaucoup sur ce travail. Vous avez fait une tonne de travail aussi avec les communautés autochtones. Vous avez eu votre premier prêt
un prêt équitable autochtone, donc avec un programme de garantie de prêt. Comment voyez-vous la BIC travaillant avec un autre programme fédéral là, dans cet espace? Eh bien, c'est une question super importante et oui, vous avez vraiment raison. Là. Il y a des partenaires formidables, là, FNBC, la coalition des Premières Nations aussi, Chef Gail, on a travaillé avec, mais aussi hein, les autorités financières autochtones, ça fait longtemps qu'ils sont là. On s'est assis avec eux dernièrement. Plusieurs d'entre nous, on est en train de penser, wow, mon Dieu, nous savons qu'il n'y a pas trop d'argent hein, qui va dans les communautés autochtones ou les projets autochtones. Donc, on a besoin de nous tous et d'autres. Alors ça, c'est un problème. Là, comme, on ne veut pas compétitionner personne les uns contre les autres, mais le programme de garantie de prêt et la BIC et le travail comme FNFA s'ajoutent ensemble, mais il en manque encore. Alors, le grand défi, c'est comment définir des façons de collaborer, partager de l'information plus tôt, découvrir une pile de bourses, de prêts garantis et de prêts directement à la communauté à bas d'intérêt. Là. Donc, je pense que c'est comment on crée une pile. Et je pense que nous tous, là, dans cet espace, espace autochtone, est-ce qu'on est bien syntonisé? Oui, mais ce qu'on ne veut pas, c'est que les communautés autochtones devraient magasiner. Bon, qu'est-ce que je vais obtenir de lui, de là, de là? Non, à la fin de la journée, ça va ralentir tout. Deuxièmement, c'est comme s'il faut qu'ils demandent à un, à l'autre, et ils courent partout. Donc, je pense que plusieurs d'entre nous dans cet espace, et on a travaillé proche avec INERCAN, les propriétaires du programme de prêt garanti et SIDAX aussi, là, qui ont été côte à côte avec ce programme. On les a rencontrés et dès le début de la conversation, c'est comment réduire, qui travaille les notes, comment créer une pile qui semble sans embûches pour les communautés, les corporations de développement. Et je pense que c'est le défi pour tout le monde dans cet espace, hein, public et privé. Et nous sommes super chanceux, Lisa. Comme vous le savez, nous avons une équipe incroyable à la BIC, travaillant sur l'infrastructure autochtone en particulier. Un groupe de personnes, et c'est intéressant. Petite équipe, mais très puissante, et le travail principal, c'est de gérer notre partenariat avec les communautés autochtones. Mais sans surprise, quand vous regardez notre staff, leur but principal, c'est de travailler sur des projets autochtones. C'est une passion de plein de gens au BIC. Ce n'est pas juste 5-6 personnes qui dirigent nos investissements, non. Plusieurs d'entre nous, c'est quelque chose d'important. Donc, nous avons un alignement de gens qui veulent travailler sur ces ententes et c'est dirigé par un groupe incroyable de leaders autochtones et non autochtones et qui ont pris le temps pour comprendre ces communautés. Alors, je suis fier de l'équipe qu'on a bâtie et je le sais là, qu'ils vont découvrir avec leurs amis, leurs collègues, une coalition, évidemment, là, de travailler avec FNFA, comment avoir une pile cohérente qui sera facile pour les gens de l'autre côté d'utiliser. Je pense que c'est formidable que vous travaillez ensemble. On regarde l'Assemblée des Premières Nations et le rapport qu'ils ont sorti dernièrement. Eh bien, les besoins sont énormes. Alors, plus, c'est mieux, mais la collaboration, coordination, là, c'est vraiment la clé. Plus on regarde le côté équité autochtone, soutenir les communautés, le besoin des communautés, je pense que c'est formidable de voir que non seulement vous êtes dans cet espace, mais que vous travaillez avec d'autres qui sont présents aussi, de rendre ça avec le moins d'embûches possible là, pour des gens qui veulent avoir l'investissement et les fonds. Ce qui est drôle aussi, je sais qu'on a besoin d'avoir une différente façon de penser avec les Autochtones, mais pour la BIC, il y a quelque chose de base qu'on doit se souvenir. Bon, je parle aussi de 3,7 milliards de dollars l'année passée, 3 milliards et demi. Notre but sur tout investissement, c'est de mettre le moins d'argent possible pour que le produit se réalise. Notre travail, c'est de dire quel est le minimum. Alors oui, on met à un taux sous le marché. Donc, si on investit
trop, je peux monter de 3,5 à 5 milliards. Mais nous, on veut obtenir un retour aussi. Donc, si on peut en investir moins, il y a une garantie de prêt et cette garantie permet à la communauté d'avoir un prêt à meilleur intérêt d'une banque canadienne. C'est formidable. Donc, non seulement on n'est pas en compétition, mais notre but, c'est de trouver de la place pour les autres. Alors, eh bien, notre argent pour aller plus loin, plus longtemps. On en met moins dans plus d'ententes et c'est l'idéal pour nous. L'histoire là, de la marque là, Cedar LNG projet, plusieurs ont vu ce projet comme une priorité là, pour la réconciliation économique des Autochtones. Pensez-vous qu'il y a un rôle dans la BIC dans ce projet? Très bonne question. Je crois que ça revient à notre discussion précédente. Voici comment ça fonctionne. Nous avons des catégories très larges, en 5 secteurs, le transit, le transport, l'énergie, le côté vert et les bandes passantes. Donc, bon, on va nettoyer l'électricité, les générations, ce qu'on appelle la division des sous-secteurs. Pour l'industrie, bon, c'est de saisir le carbone, réduire le carbone, de l'énergie, des bâtiments avec meilleure énergie, etc. Et chaque année, notre travail, c'est de s'engager avec les actionnaires et de dire, bon, est-ce qu'on a assez de bons sous-secteurs, disons, pour le côté vert? Alors, LNG, tous les pétroles ne sont pas dans ces sous-sections. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on va investir aujourd'hui, mais ça fait quand même, c'est pour ça qu'on a des actionnaires, qui est le gouvernement du Canada. Il y en a un dialogue continuel parce que c'est là où les investissements commerciaux, et c'est ce qui est notre pain et notre beurre, et les politiques publiques, c'est là où on se rend compte. On est une corporation de la couronne. Donc, entre le gouvernement, on veut que vous soyez dans les infrastructures vertes. On doit donner des idées, on dit voici où les secteurs peuvent aller, mais c'est leur travail par la suite de dire, ben voici nos lignes, est-ce que c'est un objectif? Donc, c'est une réponse bureaucratique un peu, désolé, là, mais la réalité, c'est non, on n'aurait pas pu investir dans certaines choses aujourd'hui, mais c'est toujours une partie de ce que l'on fait, de comprendre qu'ils sont des projets multimilliardaires, incluant Cedar, les grands projets LNG là, sur la côte ouest. On est conscient, on parle aux gens, on comprend la base de cela et on a le dialogue continuel avec nos actionnaires et on veut s'assurer qu'on investit dans les choses bien alignées avec leurs priorités. Et je pense que c'est important aussi pour que les gens comprennent vraiment comment les choses fonctionnent et un dialogue continuel vraiment par rapport aux endroits d'investissement et les politiques publiques, c'est très critique. Sur ça, il y a beaucoup de focalisation dernièrement sur les réacteurs petits modules, super intéressant dans différentes provinces. On a de la difficulté au Canada d'obtenir de l'électricité. Donc, y a-t-il d'autres personnes là, qui sont dans votre pipeline? Oui, et tu as raison, et la question est posée dans le bon ordre, là. La BIC, il y a quelques années, dans nos divisions de sous-secteurs avec l'électricité verte, était silencieuse sur le nucléaire. Donc, de la même façon, quand on recule l'horloge, on avait la même conversation. On disait, actionnaires, parlons si le nucléaire est bon pour nous ou non et quelle est la politique. Alors, le gouvernement fédéral a une feuille de route nucléaire en 2019, l'importance du nucléaire comme étant une source d'énergie du Canada, les priorités de plusieurs provinces du Canada aussi. Donc, le budget, je pense qu'en 2022, le printemps, là, ça disait, lorsqu'on pensait d'énergie propre, eh bien, comme génération, la BIC devrait jeter un coup d'œil sur le nucléaire et on a fait un investissement. Donc, ça, c'est le genre de dialogue là, auquel on vient de poser comme LNG. C'est ce qu'on a fait pareil pour le nucléaire et ça nous a ouvert comme un endroit d'investissement. Et la réponse simple à la question, c'est oui. Oui, nous parlons à d'autres, ouvertement, d'autres provinces. La Saskatchewan en est un exemple. Le Nouveau-Brunswick, qui ont le point de vue que si ils vont aller à net zéro, bien d'avoir
comme du nucléaire qui émet qui a zéro émission. Alors, c'est le seul chemin viable économique. Une partie de notre pays, bien, ont la géographie là, à obtenir l'hydro et qui est une autre façon d'avoir du pouvoir sans émission, mais l'Ontario a beaucoup d'hydro, mais pas suffisamment pour. Le nucléaire peut faire partie de la solution. Donc, on parle à ces juridictions et je pense qu'il y a du vrai potentiel. Et plus loin, un peu, Lisa, j'oserais dire, ce que les gens appellent des réacteurs très petits. On parle d'utilisation industrielle, on parle dans les plus éloignés comme communautés, là, dans le Nord. Et ça va dépendre de ces communautés à décider si eux voient le nucléaire comme des réacteurs, des tout petits réacteurs. C'est pas moi qui va juger ça, mais si oui, eh bien, on commence à avoir ce genre de conversation aussi du côté industriel avec des communautés là, qui sont un peu pro-nucléaire. Donc, la technologie, la maturité de faire peut-être 15 ou 15 mégawatts, ce genre de réacteur. Évidemment, les besoins d'électricité sont très grands dans ce pays et on veut une économie propre et que les véhicules électriques aussi, on en a parlé pour les chargeurs de véhicules électriques. Donc, ça nous ramène un peu à la conversation là, sur les Autochtones. Est-ce qu'on voit plus de projets attachés là, avec les Autochtones? Oui, d'une façon intéressante, là, je ne sais pas. On peut presque demander, là, est-ce qu'il y a des projets d'énergie propre qui n'ont pas de participation autochtone? Je pense que maintenant, on est rendu là. Donc, il y a un appel pour de l'énergie en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, qui est focalisé sur l'énergie renouvelable. Et ces deux appels ont des critères très importants pour la participation autochtone. Et la BIC là, impliquée, là, quand j'ai parlé de la Nouvelle-Écosse, eh bien, peut-être qu'on va être aussi impliqué dans deux tranchées. Un, dans le projet et deux, de soutenir la communauté autochtone, d'avoir une certaine propriété dans ce projet. Donc, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Colombie-Britannique, Hydro-Québec aussi a planifié leur marché, sont très clairs qu'ils vont planifier de bâtir une relation différente avec les Autochtones. Il y a beaucoup d'histoires avec le Québec. On le voit partout là, dans le pays et je pense que c'est une très bonne chose. Et ça va faire partie de notre stratégie. Et oui, hein, nous, on prête à certains projets. Donc, chaque juridiction est différente, la façon qu'ils procèdent. Les communautés autochtones aussi, c'est différent. Nous, on ne veut pas dire comment, mais soutenir leur façon et c'est très, très pertinent. Le côté équité autochtone, comment la BIC, disons, ça c'est au fond d'énergie verte, ou la croissance verte plutôt. Alors, je pense que historiquement, hein, on a travaillé, on est des sociétés de la couronne et il y a de la place pour de l'argent additionnel aussi quand on regarde la magnitude de nos besoins comme pays. Je crois qu'il y a une théorie qui dit que le fonds de croissance, dans sa priorité, quand vous le lisez, là, c'est focalisé sur bâtir la technologie verte que le Canada a besoin pour rencontrer nos propres buts et d'être compétitif. Et si vous alliez cartographier le tout, et ils ont fait ça quand ils ont annoncé, je pense que ça fait quelques années, là, on travaille ensemble, vous pouvez presque voir ça comme un continuum où le fonds de croissance, quand on regarde les investissements au début, là, on investit dans Ever, qui est vraiment une autre option innovative et très intelligente, là, sans émissions, là, ou géothermal, un réseau géothermique. Et ça fonctionne et ça, c'est formidable. Et si une province, disons au Canada, bâtissait cette technologie à l'échelle, peut-être qu'on ferait un prêt comme en tant qu'infrastructure. Donc, je crois qu'il y a un peu côté naturel. Hein. Quand on a la transition énergétique, les lignes entre qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui est déploiement d'infrastructures, hein, capture carbonique et l'infrastructure. Ça, c'est nos deux organismes sont focalisés à travailler ensemble et d'être capables de fournir un ensemble intégré qui fait du sens pour l'industrie. Encore une fois, ça peut être une tranche pour chacun d'entre nous ou la BIC, disons,
la capture de carbone. Hein? Alors, peut-être les tuyaux qui sont utilisés pour... peu importe, il y a différentes façons là, de diviser le tout, mais on travaille très, très activement ensemble. La transition énergétique, bon, ben, c'est peut-être un peu plus embrouillé, là, mais ça dépend de nous, là, collectivement, de s'assurer que les gens qui empruntent comprennent où on peut jouer. Hein? On peut mettre de l'investissement tous les deux, donc, mais il faut être très, très clair où quelqu'un commence et l'autre termine. Et je pense qu'on fait du bon progrès. Depuis mars 2020, là, comme mon espace-temps, continuant, mais espace-temps, là, il est totalement arrêté, là, malheureusement. Vous avez mentionné à votre réponse là, de fournir de l'équité et des prêts aussi. Hein. C'est un peu le mandat de la banque, mais on vous a vu faire beaucoup de prêts, mais pas tellement du côté équité. Là. Avez-vous considéré cela ou la question, c'est qu'est-ce que ça va prendre pour que vous faisiez cela? Deux choses. Premièrement, ça vaut la peine de refléter ou réfléchir à presque tous nos investissements là, ont été une forme de dette, mais on est en train de réfléchir que dans plusieurs de ces investissements, nous prenons de l'équité comme un risque. Alors, quand on parle de chargeurs de véhicules électriques dont le paiement est différé jusqu'à temps que les chargeurs ont une certaine utilisation et ensuite les paiements augmentent lorsqu'ils sont plus occupés et nos taux d'intérêt vont devenir comme celui commercial et là, vous allez devoir vous refinancer, aller chercher un prêt à une banque canadienne et nous sortir. Donc, ça a l'air d'un canard, ça marche comme un canard. Bon, c'est une différence entre l'instrument et quel problème solutionnons-nous pour le projet. Donc, c'est comme capital, c'est semblable. Alors, quand on pense à un investissement, disons que les chargeurs de véhicules électriques, c'est pas un prêt sécurisé par la compagnie. Donc, c'est un peu comme de l'équité, c'est du risque et c'est de la façon qu'on y pense. Et il y a un bon côté, là, c'est pas fait d'avance. Alors, le contrat n'est pas le même. Donc, on prend quand même un risque dans l'équité, mais deuxième réponse à votre question, c'est ça prendrait que si c'est le bon outil pour le projet. Donc, nous, on est un peu agnostique là, sur l'outil. Alors, dette senior, dette subordonnée ou équité. Donc, nous, c'est quel problème solutionnons-nous? Donc, le projet de véhicule électrique, on n'a pas commencé en disant on devait faire un prêt de dette. Non, nous, on a dit l'aide qu'ils ont besoin, c'est de générer l'incertitude d'une plus grande demande. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel genre de contrat ça devrait être? Une question indifférente, mais où on a commencé, 100% de nos efforts, c'était quel est le problème que ce projet fait face et comment structurer un investissement. Et je pense que la leçon qu'on a appris de cela, c'est qu'il y a beaucoup de produits de dette peuvent faire aussi pour les prêteurs seniors, mais pour aider aussi l'équité à partager dans le grand risque qu'ils font aussi comme investisseurs. Donc oui, nous avons trouvé cette tranche de dette subordonnée là, comme un outil pour gérer les deux côtés de l'équation, mais c'est juste un outil pour nous et on commence toujours avec la question, quel est le besoin du projet? Je pourrais continuer. J'ai des tonnes de questions. Ça a été formidable d'apprendre un peu où vous êtes rendu et à quel point vous avez accompli dans l'année. Je sais qu'il y a des questions que je ne suis pas capable d'obtenir de l'auditoire, mais comme vous avez dit, là, vous avez une journée très occupée. On va rester à l'horaire, là. Vous avez des choses à faire, donc j'ai grandement apprécié la conversation, Aaron, et je vous souhaite la meilleure des chances pour le reste de la journée. Alors, je donne la place à Juliette. Merci. Juste avant, Lisa, merci beaucoup à vous, là. Et les membres du conseil vont être là. C2P3 aussi, hein, la pensée là, que le leadership a, qu'il nous donne le conseil pour nous pousser à repenser quel est le partenariat public-privé. J'apprécie beaucoup. J'encourage vraiment tout le monde dans le petit chat là, de continuer de faire ça. Collectivement, de réfléchir à où voulons-nous aller. Je dis ça évidemment comme le responsable qui faisait ça avant, là, mais pendant un petit bout de temps,
on a été victime de notre succès, mais on avait un modèle P3 qui fonctionnait et on a continué de le faire. Mais c'est plus ça maintenant. C'est plus la BIC, ce n'est plus le conseil. Ce que les joueurs dans l'industrie ne font plus ça. Et c'est pas non plus des marchés comme l'électricité. C'était pas vraiment le P3 sur une base canadienne. Je pense que je vois une explosion à la façon que nous faisons les choses. Donc, bravo aux membres du conseil qui se sont joints avec nous aujourd'hui. Continuez de penser de cette façon, continuez de nous pousser dans de nouveaux endroits. Si vous prenez l'essence du partenariat public-privé, on le voit dans tellement différentes formes et applications. Il y a de belles opportunités pour nous. J'apprécie votre soutien continuel, Aaron, et je crois que nous allons faire du travail ensemble sur cela. Alors, j'ai bien hâte. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Et Aaron, en passant, moi, je suis une de ces personnes qui... son volume est très, très bas. Désolé. Merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui et pour vos questions. Un gros merci. Malheureusement, son volume est trop bas de nous avoir guidés au travail. Ah, Lisa, un grand merci et Aaron aussi. De nous avoir rejoints aujourd'hui et d'avoir posé vos questions. J'aimerais tout particulièrement remercier Lisa pour sa présence aujourd'hui et de nous avoir guidés dans cette discussion fort intéressante, ainsi qu'Aaron pour avoir partagé ses opinions et ses réflexions. Nous avons d'autres sessions de la journée BIC, des discussions avec les leaders d'investissement et la réunion publique annuelle. Alors, pour continuer sur votre journée BIC, alors retournez à la page principale ou le lien que vous avez obtenu dans le chat. Merci et bonne fin de journée.